Europe 1. Le journal de 6h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est l'asphyxie dans les prisons françaises avec plus de 5000 nouveaux détenus par an. Elles font face à une surpopulation carcérale inédite entraînant des conditions sanitaires jugées problématiques et une insécurité pour les agents pénitentiaires. Dernier exemple en date, la maison d'arrêt de Toulouse où les conditions de détention sont jugées indignes par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, des conditions dont les surveillants pâtissent. Margot Bongrand. La prison est surpeuplée à plus de 180%, un seuil bien au-dessus de la moyenne nationale à 135%. Ce sont donc des conditions de travail dégradées selon David Mathieu du syndicat des personnels pénitentiaires. Si on parle de conditions humaines trop dans une cellule, c'est inhumain pour les surveillants qui travaillent dedans. Quand on arrive dans l'aile, on a 150 détenus à s'occuper, on est seul. Et quand on ouvre une porte, on a 3 détenus. Donc forcément, ça n'engendre pas les mêmes rapports. Plus ça va, plus ça augmente. Et puis ça n'a pas l'air de s'arrêter. D'habitude, quand on arrivait l'été, les détenus sortaient, on pouvait un peu souffler. Là maintenant, on ne souffle plus du tout. Dans ce climat tendu, le surveillant s'inquiète pour sa sécurité. Ils nous menacent, ils nous insultent, ils provoquent les agents qui font des heures supplémentaires en pagaille, avec des horaires bien sûr en décalé. Ça pose un problème de fatigue, d'usure mentale et l'inquiétude, elle va de jour en jour en fait. On va au travail, on ne sait jamais si on va ressortir du travail sans avoir une blessure. Des fois pour s'en sortir, ils préfèrent agresser un surveillant que de s'agresser entre eux. Ils se disent qu'ils vont avoir moins de problèmes ou ils vont être seuls en cellule au quartier disciplinaire ou voilà. Avec ces conditions, certains accompagnements sont complètement délaissés, notamment concernant la réinsertion des détenus. Margot Bongrand, correspondante d'Europe 1 en région Occitanie, et le juge des référés exige de l'État 12 mesures concrètes et immédiates, parmi elles notamment la protection des personnes vulnérables, l'amélioration de l'hygiène et de la propreté ou encore la réparation des équipements jugés essentiels. Un jeune homme entre la vie et la mort à Clermont-Ferrand. Il a été blessé hier matin par balle à proximité d'un point de deal près de la gare de Clermont-Ferrand. Vu le lieu des tirs, l'hypothèse d'un lien avec le trafic de stupéfiants est privilégiée, a fait savoir le parquet. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Et face à cette insécurité grandissante dans l'Hexagone, la ville de Mandelieu-la-Napoule, sur la Côte d'Azur, fait figure de bon élève dans la lutte contre la délinquance. Oui, force de l'ordre visible et mobilisée sur terre et en mer. Vidéosurveillance en cette période de vacances où la population double chaque été avec plus de 50 000 habitants. Mandelieu-la-Napoule est devenue l'une des villes les plus surveillées de France. Elle prône la tolérance zéro, Frédéric Michel. À pied, en VTT, à moto ou en voiture, les policiers municipaux de Mandelieu quadrillent la ville avec une attention particulière l'été pour les plages. Pierre Boutillon, le directeur de la police municipale de Mandelieu-la-Napoule. La police des plages, elle est là pour les incivilités, elle est là pour la cigarette, elle est là pour les vols à la roulotte dans les voitures. Ce sont des infractions qui sont fréquentes, donc nos agents sont visibles, donc c'est dissuasif. Bravo pour les CPU. Sur la plage du Robinson, nous apercevons 2 individus en pleine rixe. Devant un mur d'écran, 3 opérateurs scrutent en silence les images des caméras de la ville. Il commence à y avoir du monde autour, si vous pouvez intervenir. On balaye, on regarde, on zoome, on signale tout comportement qui nous paraît en tout cas suspect. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule. Depuis le début de l'année, on a 95% d'élucidation. C'est un système qui est complémentaire avec des équipes sur le terrain qui tiennent le terrain, système de renseignement par un système de vidéosurveillance de près de 500 caméras, la police municipale qui est en force de proximité avec 80 agents opérationnels 24 heures sur 24, avec la gendarmerie. Soit au quotidien 200 hommes sur le terrain. Mandelieu-la-Napoule, Frédéric Michel, Europe. Plus que quelques jours avant la date butoir du 1er août et finalement, à l'issue d'une réunion éclair, Donald Trump a signé selon lui le plus grand accord jamais réalisé en matière de commerce. Oui, les produits européens exportés aux États-Unis seront finalement taxés à 15% contre 30% prévus en cas d'échec des négociations. Des négociations express qui se sont tenues hier soir en Écosse et qui n'avaient selon les protagonistes qu'une chance sur 2 d'aboutir. Donald Trump, qui ne souhaitait faire aucun cadeau à l'Union européenne, salue cet accord. Je veux juste vous féliciter. Je pense que c'est bien d'être parvenu à un accord au lieu de jouer à des jeux et de peut-être ne pas parvenir à cet accord. Je vous laisserai le dire, mais je pense que c'est le meilleur deal de tous les temps. Merci. Donald Trump est du côté de la présidente de la Commission européenne. Eh bien, c'est le même discours. C'est un bon deal, c'est un accord énorme. Il y a eu de dures négociations, je le savais dès le début et ce fut le cas. Mais nous sommes parvenus à une bonne conclusion pour les 2 côtés. Donc encore félicitations et merci. Ursula von der Leyen qui s'engage notamment à remplacer le gaz et le pétrole russe par d'importants achats de gaz, pétrole et combustibles nucléaires américains. Un accord qui ne devrait pas, pour l'économiste Christian Saint-Etienne, profiter aux Européens.
C'est un échec pour l'Europe. Quand les négociations ont commencé, la Commission européenne visait 0%. Ensuite, 10% semblait le maximum acceptable. 15%, c'est un échec. Évidemment, von der Leyen crie victoire après un échec. C'est de la politique. Mais sur le plan stratégique, c'est un très mauvais accord. Il a négocié avec nous comme avec le Cameroun ou avec l'Afrique du Sud. Donc, on voit que la Commission européenne n'a pas pu ou n'a pas été capable d'utiliser tout le poids de l'Europe dans cette négociation. L'économiste Christian Saint-Etienne, invité d'Europe 1 Soir Week-end. Il laisse derrière lui un paysage en cendres avec 630 hectares ravagés par les flammes. Et le violent incendie qui s'est déclaré samedi dans l'Aude est désormais fixé. Les pompiers restent toutefois vigilants. Et pour la 3e journée consécutive, les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge. Ce lundi, au feu de forêt est aussi concerné le Vaucluse en raison de risques très élevés d'incendie. Face au changement climatique, les moissons sont de plus en plus précoces. En moyenne, 18 jours plus tôt que dans les années 80. Conséquence, le blé, le colza ou encore le maïs sont en avance et les céréales font tourner à plein régime. Les moissonneuses batteuses, notamment dans les Côtes d'Armor où Sandrine Prioul s'est rendue pour Europe 1. Là, il y a une parcelle de 11 hectares et il va falloir tout ramasser. 7 à 8 tonnes de blé ramassées par hectare dans les champs de Guénot-les-Corbelles. Cette année, l'éleveur a appelé Julien, le chauffeur de moissonneuse-batteuse, avec 3 semaines d'avance. J'ai jamais vu ça. Depuis une quinzaine d'années que je vois les moissons, jamais. On n'a pas eu la pluie comme on aurait dû l'avoir, donc ça a joué aussi, le blé est arrivé à maturité plus tôt qu'il aurait dû. Mais on n'a pas arrêté, depuis le 30 juin on est dedans. J'ai jamais vu ça, battre de l'orge en juin, et au 14 juillet dans du blé, jamais. Un mélange de sécheresse et de fortes chaleurs qui n'épargne aucune culture de Guénot-les-Corbelles. Si on a eu un peu moins d'eau, donc comme on est de bonne heure, la qualité est un peu moins bonne. Mais bon, de toute manière, le blé est mûr et maintenant il ne changera pas, donc on peut le battre. Le maïs a beaucoup d'avance aussi, il a beaucoup poussé avec les fortes chaleurs qu'il a eues, donc on sera sûrement pas tard. Mais bon, on espère avoir de l'eau assez rapidement aussi pour aider le maïs à finir d'arriver à maturité pour qu'il développe bien son épi, puisque si on n'a pas d'eau, l'ensilage ne sera pas terrible non plus, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de grains. Le jeune éleveur ne quitte pas le ciel des yeux. Déjà, il a interrogé les anciennes générations d'agriculteurs alentours pour lui confirmer qu'il s'agit là de conditions à tout le moins historiques. Plouagat, Sandrine Prioul, Europe 1. C'est l'une des terreurs de nos nuits d'été, le retour des punaises de lit avec une augmentation de 50% du nombre de cas détectés en un an. Une recrudescence qui s'explique notamment par les hôtels et locations de vacances de plus en plus prisés par les estivants. Mais alors, comment les éviter, Yasmina Katou ? Eh bien, pour éviter les punaises de lit, première chose à faire, déposer les valises dans la salle de bain. Les punaises n'aiment pas les pièces aux parois froides, elles glissent sur les mailles. Ensuite, il faut inspecter le lit et le canapé, précise Pascal Delaunay, parasitologue et entomologiste au CHU de Nice. Surveiller les 4 angles d'un lit, surtout les lattes du sommier dans ces 4 angles et un peu le dessous des coussins sous un canapé, voilà. Si malgré cette inspection, vous vous faites piquer, pas d'inquiétude, la punaise ne transmet aucune maladie. En revanche, pour ne pas infester votre appartement au retour des vacances, il faut prendre quelques précautions. Quand on rentre, mettre sa valise, si on n'a pas balcon ou jardin, dans la salle de bain. Les vêtements, on les lave à 60. S'ils peuvent pas se laver, on va les examiner avec un fer à repasser éventuellement pour si jamais on en voit une. Mettre un petit coup de fer à repasser sur les vêtements, utilisés ou non utilisés. Dans le cas où une punaise de lit s'est glissée dans votre valise, pensez à la terre de sommière. Remède de grand-mère contre les taches, il suffit d'en mettre quelques grammes au pied de votre lit et de laisser agir 2 semaines pour éradiquer une potentielle colonie. Yasmina Katou, journaliste santé d'Europe 1. Et puis enfin, c'était le bouquet final magnifique hier sur le Tour de France. Oui, la 102e édition de la Grande Boucle s'est achevée par la victoire en solitaire du Belge Wout van Aert sur les Champs-Élysées. Un Tour de France remporté pour la 4e fois par le Slovène de 26 ans, Tadej Pogačar. Mais que vont faire les coureurs après ces 3 semaines de course et ces plus de 3000 kilomètres parcourus? Eh bien, ils ne vont pas tous se reposer, Axel May. Devant les bus des équipes cyclistes garées hier soir près des Champs-Élysées, l'ambiance était festive, entre retrouvailles avec les familles et satisfaction d'en avoir terminé avec la plus grande course du monde. Lauréat pour la 4e fois, Tadej Pogačar va se reposer avant de disputer un critérium pour le plaisir le 9 août chez lui à Komenda. La suite de la saison n'est pas déterminée. Son coéquipier français Pavel Sivakov est lui épuisé. J'ai eu un tour personnellement très difficile, très compliqué physiquement. J'ai beaucoup souffert, donc là ça va être du repos. Dauphin de Pogačar, le Danois Jonas
Jonas Vingegaard a déjà annoncé qu'il s'alignerait sur le Tour d'Espagne fin août, tout comme Valentin Paré-Peintre, seul vainqueur d'étape français sur les routes de juillet. D'autres coureurs comme Jordan Gégat, 10e du classement général, ne vont quasiment pas couper. Je vais participer au Critérium de Lisieux dans 2 jours et ensuite au Tour de l'Ain. Ça dépend de chacun. L'année dernière, j'avais coupé 7 jours, mais en coupant 7 jours, après, c'est très difficile d'être performant jusqu'à la fin. Quant à Kevin Vauquelin, meilleur tricolore avec sa 7e place, sa préoccupation est surtout de savoir ce que va devenir son équipe Arkea B&B Hotel, dont les sponsors s'en iront à la fin de l'année. Axel May pour Europe 1. Et côté foot, l'Angleterre, tenante du titre, conserve sa couronne. Elle s'est imposée hier depuis la Suisse en finale de l'Euro féminin, et cela contre les championnes du monde espagnoles. Et enfin, Oscar Piastri, leader du classement des pilotes, a remporté le Grand Prix de Belgique devant son dauphin et coéquipier Lando Norris à l'issue d'une course retardée par la pluie sur le circuit de Spa. Merci Margot pour votre journal. On vous retrouve dans quelques instants pour le journal permanent.